D'accord, c'est un lion. Après, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre au-delà des sentiers battus. Oui, bonjour mes amis, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'aimerais remercier le plateau télé qui nous permet de faire ces émissions. Donc Télé Créole, sa direction, sa production, Thierry, Fabiola, mais aussi les gens qui sont en post-production, François, mais aussi Laleina, sans qui ces émissions ne pourraient pas se faire. Merci à eux de me donner la motivation, le courage et aussi l'ouverture pour pouvoir proposer cette émission au public généreux que vous êtes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne ça aussi, qu'on n'est rien les uns sans les autres. On n'est rien si on ne prend pas soin, si on ne s'occupe pas les uns des autres, si on n'est pas reconnaissant du travail que l'on fournit les uns les autres. C'est le civisme. Et le civisme est quelque chose qui s'entretient, sinon on vivrait comme des barbares, n'est-ce pas ? On irait tuer notre voisin pour avoir raison, on irait voler, on irait faire des choses pas très catholiques, on va dire, ni orthodoxes ni musulmanes d'ailleurs, pour pouvoir s'imposer en société. Or, le civisme nous l'interdit. C'est notre limite, et c'est de cette limite que l'on se pose à une part de notre liberté qui nous permet de vivre libre, justement. C'est assez paradoxal, ça, Xavier. Et une limite de liberté nous invite davantage à vivre libre. Bah, c'est pas très étonnant. Parce qu'en réalité, on peut pas tous être libres de faire tout ce qu'on veut. La liberté a des limites. Mais après, faut trouver un équilibre où on se sent bien, où on se sent pas oppressé, et en même temps qu'on ne dérange pas les autres. C'est une société où il y a du civisme, on n'essaye pas de profiter tout le temps les uns des autres. Bah oui, bien sûr. Faut qu'il y ait des échanges. Après, c'est sûr, il y a des gens, ils peuvent pas forcément donner, mais le but, c'est pas de toujours tirer sur les mêmes personnes aussi. Pour moi, par exemple, le fait d'animer cette émission, je prends mon exemple, il y a du civisme, c'est-à-dire que je donne du temps, un peu de compétences, je crée une émission, je reçois en même temps du public, de la gratitude, de l'amour. Je reçois des techniciens, de la direction, un espace. Tu vois, tout cet espace-là, les télés, les caméras qu'il y a autour, c'est eux. Chacun donne à la hauteur qu'il peut donner et on reçoit chacun quelque chose. Il me semble qu'il y a, dans le civisme, il y a quelque chose de comme ça. Et on pourrait le pousser un peu plus loin. Et j'aimerais explorer ça avec toi. Si on pousse le civisme un peu plus loin et qu'on s'imagine dans un futur pas si lointain où on vit libre avec un civisme total. À quoi ressemble notre société ? Dur. Après, moi j'ai comme référence, en fait, tous ces films de science-fiction avant-gardistes où on nous pose un décor. En fait, le cinéma, c'est assez cool parce que, en fait, on nous pose un décor. Au début du film, on te dit c'est comme ça. On est 50 ans dans le futur, il n'y a plus de lune, il n'y a plus d'oxygène, on est obligé d'être enfermé, etc. Et puis, une fois que le constat est posé, en fait, on trouve que c'est normal. Et en même temps, les difficultés des personnages à vivre ou à s'extraire de cette prison nous amènent à réfléchir sur notre société actuelle. Ouais. Et donc, c'est vrai que moi, je me suis jamais trop posé la question de comment ça pourrait être, etc. C'est normal parce que c'est une question qu'on ne se pose jamais. Bien sûr. On pose des questions qui concernent des problèmes qu'on a tout de suite, ou demain, après-demain, mais on n'arrive pas à construire ensemble une vision d'un monde où on est bien. Tu vois, des fois on se pose ensemble, on est entre amis, en famille, ou même avec des inconnus. Comme Yolande, hier je l'ai rencontrée sur la plage de Saint-Pierre, une dame de 68 ans qui est couturière, elle a œuvré pour Yves Saint Laurent, tout ça. On se pose ensemble et on est bien. Et pour moi, c'est ça le civisme, tu vois. C'est pas on se pose ensemble et on se méfie de l'autre. Ou alors, que l'autre peut être un danger pour nous. Ou alors, qu'il y en a un qui va débouler avec un camion pour nous écraser, tu vois. Si on se pose ensemble et puis, waouh, on passe un beau moment là, t'as vu. Même s'il n'y a pas d'alcool, même s'il n'y a pas de ceci, même s'il n'y a pas d'objet de divertissement, on est bien. Pour moi, c'est ça le civisme. Et on n'arrive pas à visualiser quelque chose qui serait super,
Tu vois, parce qu'on est trop en prise avec ce qui ne nous va pas aujourd'hui. Mm. Et moi, j'inverse un peu la tendance avec cette émission. Je viens et je dis, imaginons que c'est bien, et imaginons par quoi on est passé pour y arriver. Mm. Et quels ont été les problèmes, et les problèmes, on les connaît bien, toi et moi, puisqu'on est en train de les vivre. Oui. Mais en réalité, là, on parle de complotistes par rapport à des gens qui s'imaginent comment sera le futur en fonction de tout ce qui nous est imposé en ce moment. Ouais, c'est-à-dire, ils l'imaginent d'une autre façon C'est que ça. ce qui est conforme aujourd'hui. Ils essaient d'anticiper Ouais, et mettre en garde des dangers. ouais. Par exemple, l'excès de vidéosurveillance, le fait qu'il y ait des trackers sur nos téléphones, tout ça. Alors, c'est sûr, on n'a pas à se poser ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'être fliqué? On a rien fait de mal. Bien sûr. En Et ben moi, je réalité, prends ce raisonnement-là. ouais. Tu poses le problème de la surveillance et de la société sous contrôle. On le prend dans cette émission. Et ce qu'on fait, c'est, on vient dire, comment c'est sans ça? Tu vois, là, le monde dans lequel on vit libre, c'est un monde dans lequel on n'a pas besoin de se surveiller les uns les autres. On n'a pas besoin d'avoir toutes les données sur chaque action de ce que font les uns et les autres. On vit dans une société transparente, où on est conscient de ce qui peut faire du mal à l'autre, donc on se retient de le faire par civisme. Où le petit citoyen, on va dire petit citoyen à petit revenu, petit pouvoir, a la même responsabilité de civisme que celui qui est en haut, qui a plus d'argent et plus de pouvoir. Celui qui en a plus, il a encore plus de responsabilité, puisque chacune de ses actions peut amener à une conséquence pour des centaines, voire des milliers de gens. Donc c'est un monde dans lequel ceux qui s'élèvent sont les plus responsables et les plus vertueux. Sinon, nous ne les laisserions pas s'élever comme ça en richesse et en pouvoir. C'est aussi un monde dans lequel il n'y a plus aucune utilité. Enfin, on ne le verrait pas utile de voir l'autre comme un danger. Il ne fait pas partie du problème, mais plutôt de la solution. Tu vois, c'est-à-dire, en termes de civisme, aujourd'hui, on va parler des quartiers chauds, des quartiers où il y a des musulmans, etc. Seine-Saint-Denis, tout ça est très critiqué aujourd'hui. Mais moi, j'imagine un monde où on vit libre. On voit chacune de ces personnes-là comme une opportunité, comme une solution, plutôt qu'un problème. Parce que le souci, c'est que quand on voit quelqu'un comme un problème, il faut le virer, le problème. Oui, c'est ça. Il faut le virer, il faut le casser. En tout cas, il faut le transformer d'une façon rapide et qui soit sans douleur. Et ça, c'est difficile de faire ça. Tu vois ? Et pour moi, un monde où on vit libre, c'est pas ça. Parce que quand on fait ça, on est obligé d'emprisonner les gens. Les emprisonner dans des quartiers, les emprisonner dans des prisons, ou même dans des concepts, dans des titres. On va dire telle communauté est violente. Il y a un temps, du temps de la Seconde Guerre mondiale, on disait que les Juifs avaient un virus et qu'il ne fallait pas les côtoyer. Et que ce virus, même s'il était attrapé par un non-juif, à la base, la souche venait d'un juif. Et donc, ils avaient préparé des zones de quarantaine et de circulation pour les Juifs avec des heures. Il y avait l'heure juive pour qu'ils viennent faire les courses. C'était dément. C'est-à-dire quand l'auteur Victor Klemperer, vous cherchez ça, Victor Klemperer parle de ça dans son livre LTI, Lingua Tertii Imperii, la langue du Troisième Reich, et il explique qu'il y a des bancs sur lesquels on n'a pas le droit de s'asseoir en tant que juif, il y a des bus dans lesquels on n'a pas le droit d'aller, il y a des heures auxquelles on n'a pas le droit de circuler. On a reçu un message personnel du préfet qui nous a dit qu'on ne s'était pas bien barricadé chez nous, parce que l'une des planches n'était pas bien mise, et qu'on va recevoir la Gestapo demain. C'est un truc démentiel. C'est des trucs qu'on a vécu et qui n'étaient pas dans le vivre libre. Donc on le connaît quelque part, on l'a en nous ça. Et moi j'ai envie de dire, de processus, ce serait quelque part, quand on a envie d'emprisonner quelqu'un, ou de le changer, ou de le juger, tu vois, le condamner même sans jugement. Se retenir de faire ça, c'est un acte de civisme. C'est de laisser à l'autre l'opportunité d'être tel qu'il est et de se présenter comme étant une solution. Si on ne lui donne pas le temps de se présenter comme une solution, tout le monde va s'habituer à le voir comme un problème. Et là, on ne pourrait pas construire du civisme. On rentrerait à nouveau dans la barbarie, où l'un viendrait tuer l'autre viendrait se venger de celui qui a tué, et ainsi de suite. Des chaînes de vengeance à l'infini.
Mais sinon, là on parlait de surveillance. Mais en réalité, pour en revenir à la corruption, en fait, qui est anti-civique, qui met à mal ce système de civisme. Il y a un modèle qui existe, c'est le modèle nordique. Donc là-bas, en fait, les hommes politiques ne sont pas pris dans des affaires de corruption. D'ailleurs, dès qu'il y en a un qui embauche une nounou au black, il est contraint de démissionner. Donc c'est vraiment un système à l'extrême de surveillance. Même quand il prend le bus avec l'argent du peuple, ils le savent. Oui, mais généralement, ils font en sorte de pas être mis en porte-à-faux. Et en réalité, il y a beaucoup de gens qui souhaitent ce système-là pour qu'on n'ait pas des élus corrompus. Mais en réalité, c'est toute la société qui est surveillée. C'est-à-dire que les fiches d'impôts, elles sont publiques de tout un chacun. Ça veut dire que si l'homme politique, lui, est surveillé, le citoyen aussi est surveillé. Il peut se faire balancer par son voisin. Et donc, je suis pas sûr que ce soit une société idéale. Alors, c'était quoi le processus pour arriver dans cet idéal? Si c'est pas le contrôle, c'est le civisme. Et d'ailleurs, en fait, le procureur de la République, Éric Tuffery, il est intervenu sur Antenne Réunion pour commenter. Enfin, il n'a pas commenté parce qu'il a dit qu'il le ferait pas. Suite à l'affaire de la société des. Alors, la société. Enfin, je sais plus. La cité des dirigeants. Donc, en fait, une affaire de corruption que j'ai pas trop suivie. Et en fait, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit il y a beaucoup d'entente entre les secteurs économiques et politiques, des relations amicales qui donnent lieu à des atteintes à la probité. Les atteintes à la probité, c'est ce qu'on connaît comme prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, etc. Ce qu'on appelle corruption dans un langage courant. Il dit, ces atteintes à la probité sont un fléau dans la société réunionnaise. Et il dit, il conclut en disant que ces atteintes à la probité sont un fléau, c'est le plus grand mal de la Réunion, et ça porte atteinte au pacte social. Qu'est-ce que ça veut dire, le pacte social? On vit dans une société où on est censé être soigné quand on est malade, on est censé être protégé par la police, la justice est là pour veiller sur nous, et le pacte social, c'est ça. Et quand on porte atteinte au pacte social, ça veut dire que les gens qui sont censés nous représenter, si elles sont pas intègres, si elles commettent des actes répréhensibles, d'une certaine façon, ils portent atteinte à ce pacte social où tout se régule en fait. On est censé être gentil, on est censé être bienveillant, on est censé respecter la loi, etc., etc. Et si nos représentants ne le font pas, tout comme quand on voit les dérives policières, les violences policières, ce genre de choses, en fait ça remet en cause ce système où on est censé être protégé, on est censé vivre en équilibre, etc. On se sent moins en sécurité quand il y a la sécurité. C'est ça aussi, ouais. Plus il y a de flics et moins on se sent en sécurité. Plus il y a d'armée, si l'armée descend dans la rue, on se sentirait vraiment en danger parce qu'on se dirait mais d'où va venir le danger si l'un d'entre eux venait à tirer ou quoi que ce soit. Et le fait est que si on le fait trop, à un moment donné on s'habitue. C'est ce qui s'est passé en Iran. Je suis iranien, du coup je sais ce que c'est. Quand l'armée descend dans la rue et que ça devient quotidien, qu'ensuite des jeunes sont engagés pour porter des fusils, voire même des lance-roquettes à dos, on se dit mais qu'est-ce qu'un ado de 13 ans va faire avec un lance-roquette sur le dos, tu vois. Et des fois il y a des accidents, tu vois, il appuie sur le bouton, il détruit un immeuble, il y a plein de familles qui meurent comme ça. Parce que ce qu'on pense être la sécurité, ce n'est pas l'arme qui nous protège. D'ailleurs, il y a un maître spirituel bouddhiste zen qui s'appelle Thich Nhat Hanh, il disait ça. Il disait, admettons, vous envoyez une bombe pour tuer Ben Laden. Vous allez tuer le terroriste, c'est sûr. Mais est-ce que vous allez tuer la peur que vous en avez? En fait, non. Parce que vous allez agrandir la peur que vous en avez. Vous allez l'accélérer. Et sur cette peur, il va y avoir plein d'autres choses qui vont circuler, qui vont surfer. L'intégrisme d'un côté, le suprémacisme de l'autre, la vente d'armes, l'escalade. Il faut se protéger plus, tu vois.
Donc on va avoir plus de choses qui vont nous persuader à avoir des attitudes où on se réfugie dans la peur. Tu vois, celui qui dit on va avoir encore plus de bombes nucléaires, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui de toute évidence. C'est quelqu'un qui a peur. Le problème, c'est que ce dont il a peur n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. S'il a construit 10 000 bombes nucléaires dans son pays, je donne pas cher de son pays si quelqu'un appuie sur le bouton. Il s'est mis en insécurité tout seul. Mais justement, ça me fait penser à la guerre froide. C'est-à-dire que les Russes étaient capables d'envoyer un missile sur les États-Unis. Les États-Unis étaient capables d'envoyer des missiles sur la Russie. Et en fait, chacun savait qui courait à sa perte. Et pourtant, le fait que on savait que on pouvait faire une menace à l'autre, et donc que l'autre pouvait être une menace pour nous, ça les faisait vivre en fait dans un climat de peur permanent. Pendant des dizaines d'années. Ça a duré longtemps. Et au final, Dieu merci, aucun missile n'a été lancé. Voilà. Et cette peur-là a été remplacée par d'autres peurs après. C'est ça. Des guerres à l'étranger, le terrorisme, maintenant la pandémie, qui est réelle mais qui est utilisée quelque part pour dire mais si un touriste arrive de tel pays, attention, le variant il est écossais, il est machin. Tout le monde commence à se méfier des Brésiliens, des Écossais, des Bretons, laisse tomber. Ouais, c'est ça. Donc ça devient une société de délire où on ne vit pas libre. Et pour vivre libre, il semblerait que le processus soit différent. Le processus se retrouverait entre les mains, un moment charnière, un point de bascule, entre les mains de ceux qui n'ont pas de missile et qui ne veulent pas de missile. Des gens en insécurité totale et qui ne veulent pas de sécurité. D'accord ? Mais qui sont ces gens dans la société ? C'est les gens qui sont parfois dans les bas quartiers. C'est les gens qui parfois sont en prison déjà. C'est des gens dont on ne s'occupe pas, qui ne passent pas forcément à la télé. C'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent ni beaucoup de pouvoir, puisque celui qui s'entoure de beaucoup de moyens de sécurité, c'est celui qui a quelque chose à protéger. Ça peut être de l'argent, du pouvoir, des intérêts. Et il me semblerait que le processus démarrerait de ces individus-là, qui n'ont rien à perdre, rien à protéger, rien à attaquer. Bah en fait, Comment toi tu vois ça ? Est-ce que tu es d'accord avec ça C'est peut-être aussi la clé du bonheur, c'est vivre un petit peu dans le détachement, dans le détachement matériel, mais en même temps, on n'a pas peur de le perdre parce qu'on ne l'a pas. Après, l'autre problème, c'est que on vit dans une société de consommation, faut qu'on achète à manger, faut qu'on puisse avoir un toit au-dessus de sa tête, ça a un prix, faut qu'on puisse payer nos factures, parce que l'électricité, l'eau, etc., c'est le minimum vital. Je parle pas d'internet et des services Netflix et compagnie, mais se nourrir correctement. Déjà, se nourrir correctement. Et pouvoir se déplacer. Aussi. En effet. Alors, c'est sûr, pour se nourrir, on peut planter, mais bon, faut en avoir la capacité, faut avoir les moyens aussi matériels. Se nourrir sans dépendre de quelqu'un qui possède toute la manne de nourriture et qui a des usines pour dire je t'offre ce produit ou ce produit. Pouvoir se nourrir indépendamment de lui, sans être aliéné à son pouvoir. Et à mon idée, ça se fera avec la participation des héritiers de ces gens-là, qui ont compris qu'il y a quelque chose à jouer dans leur âme et conscience pour vivre libre, dans leur attitude d'héritier, de cesser la prédation. Et ça, avec leur participation, je sens qu'il y a un point de bascule qui peut arriver. Non pas dans une guerre, mais dans une convergence, une union. Parce qu'on se rendrait compte qu'il n'y a pas d'autre choix que d'aller vers ça, d'être unis, de déposer les armes, d'enterrer la hache de guerre, que ce soit du pauvre contre le riche ou du riche contre le pauvre, et de dire ok, là on a des prix, et ces prix il faut qu'on les gère au mieux, non pas pour être ceux qui sont les moins chers pour faire venir le plus de gens, mais vraiment pour construire du civisme, tu vois. Ce serait une clé aussi, tu as raison, la consommation. Mais après, le problème aussi, c'est que on est tous différents, on a tous des différences. On vient de milieux sociaux différents, des fois d'ethnies différentes. On n'a pas le même niveau de vie, on n'a pas, on vient pas des mêmes milieux non plus.
plein de choses font qu'il y a aussi le handicap. Bien sûr. Et être dans le détachement, là, dans de telles conditions, ce sont de véritables héros. Je dirais que c'est les héros cachés du 21e siècle. C'est des gens qui monteraient au créneau pour la justice et pour le civisme, et non pas pour leur bien personnel. Ils seraient prêts à perdre leur terrain, ils seraient prêts à perdre leur maison. Mais ce dont pourquoi ils s'avancent en s'exprimant, c'est pour dire, écoutez, si vous faites ça avec moi aujourd'hui, qui m'exprime, demain vous allez le faire avec ceux qui ne s'expriment pas. Après-demain, vous allez peut-être tout posséder. Mais est-ce que c'est un monde où on vit libre ? C'est ça que l'individu plein de civisme questionne. Tout en abandonnant même ce qu'il a dans les affaires d'injustice. C'est-à-dire les logements sociaux sont venus, ils ont récupéré leur terrain légalement ou plus ou moins, en faisant des malversations ou des conflits d'intérêts. Et puis cet individu s'est avancé sur l'échiquier dans l'arène, non pas pour lui, si, pour avoir un logement, le minimum syndical, c'est sûr, mais surtout pour les générations à venir, qui, si on fait ça avec eux, il peut y avoir des révoltes, des révolutions. Ça coûtera cher à tout le monde, à la fois aux entreprises, à la fois aux mairies, aux maires qui ont dirigé. Ça jettera l'opprobre sur tous ceux qui ont servi avant. Et tous les héritiers seront frappés non pas seulement d'une mauvaise image, mais d'une haine des gens à qui ils vont donner la nourriture. Si aujourd'hui les familles qui possèdent Carrefour, Decathlon ou autres à La Réunion sont tant haïes, c'est parce que nous n'avons pas fait la paix avant. Et pour arriver à un monde où on vit libre, il me semble qu'il nous est nécessaire de construire quelque part un civisme bien propre. Mais il faudrait qu'on approfondisse ça pour voir par quel processus, quels seraient les premiers pas, tu vois. Mais je pense qu'il faut créer des alternatives, parce que la consommation, effectivement, on peut la faire par nous-mêmes. Il y a plein d'initiatives qui sont faites par différents collectifs où on plante des choses pour se nourrir soi-même. On n'est pas obligé. Et là, il y a des alternatives où des gens font pousser du riz. Pourquoi on ferait venir du riz d'Inde on ne sait pas quelle dose de glyphosate, dans quelle dose de glyphosate a baigné le riz. Donc voilà, là on sait comment c'est fait. C'est peut-être fait en petite quantité, mais c'est fait chez nous, chacun le fait de son côté. C'est ça, mais je veux dire petit à petit. Chacun a petit. sa vache. Et l'Inde maintenant a plus de vaches en élevage extensif que la Norvège en élevage intensif. Et les gens peuvent se nourrir des produits du lait de la vache par eux-mêmes. Mais ça, est-ce que on pose la question dans cette émission, si vous travaillez chez Leclerc, Carrefour, Super U et les grands magasins de distribution qui ont de grandes centrales d'achat et de distribution, est-ce que vous seriez prêt à participer à ça ? Est-ce que vous seriez prêt à mettre du côté une part de budget ou de force humaine pour pouvoir construire la plantation de riz chez tout un chacun ? Parce que vous savez au fond que si les choses commencent à mal tourner, vous n'aurez plus les stocks. Et les gens commenceront à mourir de faim et les premières entreprises et responsables qu'ils verront, c'est vous. S'ils ne se battent pas entre eux et qu'ils ont assez de civisme, c'est vous qui serez mis en cause et qui serez en danger. Et pour éviter ça, peut-être que ce serait bien dès aujourd'hui de participer à joindre nos efforts pour pouvoir développer des choses comme ça. Et toujours en parlant d'alternatives et liées à la grande distribution, c'est inscrit dans la loi. Hein. On n'a pas le droit de jeter les invendus. Et donc la redistribution d'invendus, ça peut être aussi une alternative. Une alternative, mais en fait qui se greffe sur un modèle déjà existant, lié à l'importation, à la surconsommation, etc. Chose qui n'est pas bonne, mais on peut quand même en profiter. Bien sûr. Et en parallèle, ça n'empêche pas de cohabiter avec d'autres modèles de production locale. Exactement. Personne ne sera empêché d'avoir ses œufs, son steak qui viennent du Brésil. Mais d'avoir de côté un modèle un peu alternatif, entre guillemets, parce que si on dit trop alternatif, on va nous prendre pour des sectaires ou des conspirationnistes. Des marginaux. Ouais, c'est ça. On va pas faire du marché au nard tout en légalité. Si vous êtes de ceux qui bâtissent un monde dans lequel on vit libre et on s'occupe d'autonomie alimentaire, bien entendu, vous êtes les bienvenus. À bientôt.
2, 3. Vivre libre au-delà des sentiers battus.